Salut à tous, bienvenue sur Boxing Culture, le podcast. Aujourd'hui, nous recevons Cécile. Cécile, la fondatrice de Fight Nutrition Academy, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Ils ont été pas mal occupés ces derniers temps, ils font pas mal de trucs intéressants. Cécile, bienvenue. Merci. Explique-nous qui tu es et comment est née Fight Nutrition Academy. Ok. Alors, bonjour, moi c'est Cécile Giornelli, je suis nutritionniste, je suis experte en sport de combat, j'exerce ce métier depuis une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que j'aide les athlètes à optimiser, on va dire, leur poids de forme, à valider les pesées, que ce soit en perte de poids, en montée de catégorie aussi, et dans la plupart des sports de combat. Donc, j'ai travaillé avec de très grands athlètes, que ce soit en K1, MMA, judo, boxe, karaté. Voilà. Super. Et Et, ouais. vas-y, fini. Et je Pardon. disais, donc en fait, ça fait plusieurs années et moi, je suis nutritionniste, comme je disais, mais j'ai fait de la prépa physique pendant des années aussi. J'ai exercé ce métier depuis 2 ans, depuis le confinement. En gros, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que pour moi, la nutrition sportive, on ne peut pas du tout la dissocier de la prépa physique. Donc, lorsque je prenais en charge les athlètes, moi, je travaillais énormément avec les préparateurs physiques. Et c'est vrai qu'à force d'avoir les mêmes questions, que ce soit de la part des athlètes, que ce soit de la part du staff, l'idée m'est venue justement pendant le confinement, avec l'essor aussi des formations. Pourquoi pas transmettre mon métier parce que j'aime transmettre, j'aime informer, j'aime casser un petit peu les légendes qu'on retrouve énormément dans nos disciplines et dans la nutrition. Et donc, l'idée m'est venue de créer mon école de formation, donc Fight Nutrition Academy. On va bientôt fêter notre première année d'existence. Et on a eu un super accueil de la part de la sphère des sports de combat, aussi bien de la part des athlètes, des institutions sportives, des coachs. Voilà. Déjà, bravo, hein, félicitations Merci. pour tout ça, c'est beaucoup de boulot. Je vois que vous vous arrêtez pas et vous proposez cette formation. Et c'est pour ça quand on a vu le travail que vous faites, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on collabore. Donc, vous pouvez retrouver le lien pour la formation Fight Nutrition Academy sur boxingculture.com. Allez jeter un œil sur leur site, on mettra tous les liens en dessous. Donc voilà, aujourd'hui, on te reçoit pour avoir une discussion autour de la nutrition et de la préparation, comme tu as expliqué. Dans un premier temps, on va revoir quelques mythes ou plutôt mettre au clair certaines questions. Tu vois, par exemple, moi, en tant que boxeur, si je veux perdre du poids, quand tu as un entraîneur qui ne s'y connaît pas trop, ou la plupart des boxeurs, on est tous pareils, hein, l'entraîneur va dire, ouais, arrête de manger du pain et t'inquiète, ton poids, il va descendre, va courir. Euh, Explique-nous un peu l'importance des féculents, justement, dans la préparation et les mythes que tu peux entendre, toi, de ton côté. Je crois que tu es en train d'aborder le plus gros mythe qu'on retrouve dans la perte de poids chez les sportifs et chez les combattants, notamment, puisqu'on a des régimes quand même relativement régulièrement. Je ne sais pas, toi, à quelle fréquence tu boxes, mais on va avoir des athlètes qui sont au régime, on va dire, allez, tous les 2 mois, quoi, donc en moyenne. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils disent qu'ils coupent les glucides. Donc, ce ne sont pas les glucides qu'ils coupent, puisque dans les fruits, dans les légumes notamment, on va retrouver des glucides. Ce qu'ils font, c'est couper les féculents, riz, pâtes, pain, blé, voilà, toute cette gamme-là. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que le sportif, de base, a besoin d'énergie. Alors, il y a une analogie qu'on retrouve très souvent en nutrition et que j'aime bien employer parce qu'elle est très, très parlante, c'est celle de la voiture. La voiture, pour aller du point A au point B, elle a besoin d'essence, elle a besoin d'énergie. Cette énergie, dans le corps, ça s'appelle justement les glucides. Les glucides, ça va être absorbé, transformé, stocké, consommé. Mais en tout cas, il y a tout un processus de transformation à l'intérieur du corps pour utiliser cette énergie. Sauf que si on ne donne pas d'énergie au corps, c'est un petit peu compliqué d'avancer justement, donc de produire de l'énergie, donc d'être bon à l'entraînement. Alors, et ça, c'est quelque chose, pourquoi on coupe les féculents, puisque si on coupe justement les apports énergétiques, le corps va aller puiser dans les réserves.
Et les réserves, ça va être la masse grasse. Voilà. Donc oui, on peut penser que c'est ça qui fait perdre le poids. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut donner ce dont l'athlète a besoin pour performer sur son entraînement. Pourquoi ? Parce qu'il est bien évident que déjà, si je n'ai pas assez d'énergie, je vais être fatiguée. J'ai un risque de blessure qui peut être accentué. Pour peu que je me déshydrate un petit peu, parce que ça, c'est un autre mythe. Hein. On commence la déshydratation bien avant, on va s'entraîner en sudisette. Voilà, ça, je peux en Ça, c'est parler un aussi sujet un petit aussi peu plus que tard. j'aimerais Ouais, c'est un aborder. vrai sujet. Ah, mais il y a beaucoup de vrais sujets. Hein. Mais là, on va rester focus juste sur la partie féculent. Donc, je peux avoir justement une augmentation des blessures. Et au-delà de ça, je vais avoir un impact psychologique parce qu'on reste sur des sports d'opposition. On reste sur des sports où justement, il faut être le meilleur déjà à l'entraînement. Si déjà à l'entraînement, je me fais dominer, comment je peux prétendre aller dominer mon adversaire ? Donc, j'ai besoin d'avoir justement cette énergie suffisante pour justement être bon à l'entraînement. Voilà. Et au-delà de l'impact physiologique, moi, je lutte depuis des années sur la définition même de la nutrition sportive. En gros, la définition sportive, c'est de donner aux athlètes ce dont ils ont besoin, mais uniquement d'un point de vue quantitatif. On compte, c'est des chiffres. Protéines, glucides, lipides, fer, magnésium, voilà, c'est que des chiffres. Sauf que moi, je le dis toujours, hein, de mémoire, je commence d'ailleurs la formation comme ça. Un athlète, ce n'est pas une machine, c'est un être humain. Et l'acte social de manger est très, très important. Et quand on a des athlètes qui sont au régime, voilà, si on prend l'exemple tous les 2 mois, mais pour certains, à certaines périodes, ça peut être beaucoup plus. Si tu retires l'acte de manger, si tu retires des produits aussi basiques que les féculents, ça peut être compliqué au niveau psychologique. Parce qu'il y a une donnée aussi importante avec les féculents, je le disais, il y a beaucoup de glucides. Les glucides, en gros, sont des sucres, hein, pour simplifier la chose. Et en fait, ça va venir activer une zone dans le cerveau. Peut-être ceux qui écoutent, ils l'ont déjà entendu. Le sucre, ça active la même zone que la cocaïne dans le cerveau. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir d'ailleurs des dépendances au sucre. Mais donc, il y a vraiment une dimension hédoniste, une dimension plaisir, lorsque l'on vient consommer un produit sucré, en tout cas avec une charge glucidique importante. Donc, couper les glucides, déjà, ça ne veut rien dire. En tout cas, les gens ne coupent pas les glucides, ils coupent les féculents. Ça, c'est la première idée reçue. Les mots ont un sens, hein, donc autant utiliser les mots. Voilà, on va faire un peu de sémantique. Deuxièmement, sur l'impact purement performance physique, ça n'a pas d'intérêt, au contraire. Donc, ce que nous, nutritionnistes, on va essayer de faire, c'est de jauger la dépense exacte de l'athlète pour venir apporter ce qu'il faut. Ce qui crée une perte de poids, c'est ce qu'on appelle un déficit calorique. Ouais. Je mange moins de calories que ce que je ne dépense. Ouais, au final, mais la perte de maintenant, poids, je peux quand même manger des féculents. C'est-à-dire que très souvent, les féculents sont coupés le soir. Ça aussi, c'est un grand mythe. Que je mange mes 100 grammes de pain le matin, le midi ou le soir, ça reste 100 grammes de pain. Hein. Voilà. D'accord. Donc, Il n'y a pas, parce que moi, la légende, justement, urban legend, comme on dit ici, c'est si tu manges des pâtes le soir, tu vas développer de la graisse pendant que tu dors. Enfin, tu vois, il y a plein d'idées comme ça. c'est plus complexe que ça. En vrai, le timing d'ingestion alimentaire est archi important. Pour moi, c'est la base même de mon travail. C'est la raison pour laquelle je veux connaître les prépas physiques des athlètes de façon détaillée. En fait, si tu veux, les aliments glucidiques, ils peuvent, la partie sucrée, on va dire, alors je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je peux avoir une absorption immédiate dans le corps et pour d'autres féculents, je peux avoir une absorption qui est beaucoup plus longue et en fonction de l'association, par exemple, si j'associe, alors je dis n'importe quoi, hein, de la patate douce avec, j'en sais rien, moi, des haricots verts, les deux, c'est des glucides dedans, bien, je peux avoir une dégradation puis un stockage qui peut prendre plusieurs heures. Ça peut prendre 5 à 8 heures. D'accord. Donc, si tu veux, ce timing de gestion alimentaire, il est important. Et je vais reprendre donc ton exemple. Si tu t'entraînes le matin, effectivement, mais que tu prends ton petit déjeuner, si tu prends un petit déjeuner déjà, si tu prends ton petit déjeuner juste avant l'entraînement, ce que tu auras pris, admettons les flocons d'avoine ou le pain, la tartine, ça n'aura pas eu le temps d'être transformé, stocké et utilisé pour l'entraînement.
Donc là, ça a peut-être de l'intérêt de le prendre la veille au soir parce que j'aurais eu 5 à 8 heures de stockage et donc au moment où j'ai besoin de m'entraîner, ça va être utilisé. Donc, si tu veux, là, bon, j'ai ouvert une grosse parenthèse, mais le timing d'ingestion, il est hyper important. Et en gros, c'est quand est-ce que je m'entraîne, à quelle heure, et en fonction de cette heure-là, je vais venir placer mes féculents, plus ou moins avant. Mais, donc non, on peut prendre les féculents le matin, le soir, le midi, le total à la fin, ça reste le même. Ce qui compte, c'est que le total calorique, donc on crée du déficit. Je vais donner un exemple. Je dis n'importe quoi pour toi. Admettons que tu aies besoin de 2500 calories par jour. Si tu veux perdre le poids, bah, on va te faire peut-être une diète à 2000 calories par jour. Et on va créer ce déficit sur ces 500 calories. Voilà. Ouais, c'est ça que je Et voulais dans dire. ces 2000 calories, bien sûr que je vais mettre des féculents. Bien sûr, parce que tu restes un athlète, que tu t'entraînes. Et on est sur des filières énergétiques dans ta discipline. Toi, c'est l'anglaise, hein? Ouais. Voilà. Donc, la plupart des sports de combat, on est sur des filières énergétiques filières énergétiques, c'est-à-dire le type de production d'énergie, le type de moteur. Bah, c'est un moteur qui a besoin de glucides. Ce n'est pas un moteur qui a besoin d'air, ce n'est pas un moteur qui a besoin d'eau ou de graisse. C'est un moteur qui a essentiellement besoin d'eau et de glucides. Voilà. On n'est pas des coureurs de marathon. Et comme je le dis souvent, pour revenir sur le déficit calorique, la perte de poids, en fait, c'est presque juste des mathématiques. Comme tu as dit, c'est beaucoup des chiffres. Et voilà, tu as tout expliqué. Hein. Si moi, je suis à 2005 par jour, si je fais 2000, voilà, j'ai un déficit de 500. Et si je continue, ben voilà, c'est comme ça que tu perds un peu de poids. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, parce que aussi, il faut le faire correctement. Justement, moi, j'aimerais affiner ce truc-là, c'est-à-dire que pour moi, comme je disais un petit peu en préambule, c'est pas que des maths. Alors oui, ce sont des maths, on ne peut pas passer à côté. En revanche, en tout cas sur un athlète qui a une dimension, qui a une vraie volonté de carrière et qui veut perdurer, on ne peut pas rester que sur la dimension mathématique et remplir le seul besoin physiologique, à savoir, je dis, protéines, glucides, lipides, ça fait combien? Pour moi, il y a une dimension justement psychologique pour éviter, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais justement des comportements plutôt déviants, entre guillemets, un rapport à la nourriture qui peut être un petit peu plus complexe. Et il y a une vraie dimension cognitive à apporter parce qu'on reste des êtres humains, parce qu'on ne veut pas se désociabiliser, parce qu'il y a très souvent des régimes. Voilà, donc ce sont des maths, oui, mais pas que. Ouais, il ne faut pas oublier l'humain, comme tu as dit. Moi, en tant que bosseur, justement, j'ai expérimenté plusieurs trucs. On parlera un petit peu de ça plus tard, mais la vie sociale, tu vois, s'isoler et en plus se restreindre. Il y aura beaucoup de contraintes quand on rentre dans des régimes. Moi, je n'aime pas trop le terme régime. En fait, ce que je dis aux gens, j'entraîne quelques jeunes boxeurs et je leur explique, il faut manger comme un adulte pour la longévité. Tu vois, la longévité, si tu as décidé, comme tu as dit, d'en faire une carrière, ce n'est pas juste tout le temps, tu es en régime. Non, tu t'habitues à manger comme un adulte. Comme ça, quand tu es en régime, bah, tu fais les petits ajustements. Parce que sur le long terme, c'est vraiment difficile de faire. Les Américains, ici, ils font beaucoup ça. Ils font du all-out et après, ils se restreignent. Ils s'entraînent avec le K-Way pendant des mois pour perdre en pounds, ça fait 20, jusqu'à 10 kilos, des trucs comme ça, des fois plus. Et sur la longévité, sur le long terme, c'est pas bon. Des fois, je perds mon français, donc excusez-moi. Longévité, ouais, j'avais compris. En fait, le problème qu'on va avoir, c'est que très souvent, dès que ça vient des États-Unis, on pense que c'est mieux. Ouais. Et effectivement, en plus, moi, je travaille, je te dis, dans d'autres disciplines, pour des athlètes issus d'autres disciplines, notamment le MMA. Encore hier, j'avais une discussion avec un boxeur qui veut faire une transition au MMA. Suite à un post qu'on a fait récemment, on a parlé de l'hyperhydratation. Bref, une des méthodes qu'on peut retrouver en cutting. Et il me disait, mais en MMA, pourquoi ils font ça? Pourquoi tous les grands athlètes font ça? Et moi, ça me dérange parce qu'effectivement, surtout dans le MMA, où on est à la course au spectaculaire, on cherche à être à cutter le plus, à revenir le plus lourd possible. Et du fait qu'aux États-Unis, on a l'impression que dès que ça vient des États-Unis, c'est mieux. Alors, je dis pas que parce que ça vient des États-Unis, c'est mauvais, je dis pas ça. Je dis qu'on a une vraie expertise en France et ça se prouve. On a des athlètes français
On le voit dans le MMA, on a beaucoup d'athlètes français à l'UFC. On le voit moi, j'ai des athlètes là, qui ont gagné aux Jeux Olympiques, avec lesquels j'ai travaillé des années. Mais ils ont fait les podiums, ils ont remporté l'or, tu vois. Et la France, on a une vraie expertise de la performance. Mais très souvent, comme c'est français, on se dit que non, oui, on va se dire non, je vais faire les méthodes américaines, alors qu'en fait, on crée un traumatisme. C'est-à-dire que quand je fais, tu as dit quoi, all out, c'est ça Ouais, l'expression? ouais, C'est de faire beaucoup, ouais, j'imagine, de manger ouais. beaucoup. Voilà. Ce qu'on appelle ici, c'est carrément ils pig out, c'est-à-dire qu'ils font les cochons. Il y a des gars, ils font peut-être 60 kilos et en dehors des combats, ils vont jusqu'à 80, 75, 80 Ouais, kilos. voilà. Mais en gros, ils vont se mettre un traumatisme, ils vont infliger au corps un traumatisme vers le haut, puis un traumatisme vers le bas. Tandis que nous, on dit, pourquoi tu veux traumatiser ton corps en montant et en perdant du poids? Parce que chaque traumatisme égale risque de contre-performance. Simple. Donc nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on peut être équilibré, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir. En plus, en France, on a une culture de la bouffe, quoi, clairement, une culture du plaisir. Et nous, on apprend ça aux athlètes. Alors, pourquoi je dis nous? C'est parce que dans la formation, c'était important pour moi de mettre à bord d'autres nutritionnistes diplômés. Voilà, ce n'est pas des coachs qui ont fait un peu de diète. Non, non, ce sont des nutritionnistes diplômés. Et je tenais à ce que, comme moi, ils viennent des sports de combat. Parce que je ne l'ai pas dit en amont, mais voilà, moi, j'ai plus de 20 ans de karaté derrière moi. Je suis troisième dan, j'ai fait du K1, j'ai fait du MMA. Alors, amateur, tu vois, mais je fais du Krav Maga aussi. Et tous mes formateurs, c'était important qu'ils soient et diplômés, que ce soit en prépa physique, que ce soit en diète, et pratiquants de sport de combat. À plus ou moins haut niveau. Donc, c'est pour ça que je dis nous. Et nous, on essaye vraiment d'éduquer les mentalités. Et en fait, les retours de nos athlètes, alors, je ne dis pas qu'on a fait un 100%, parce que ça reste un travail avec de l'humain, donc c'est rare de satisfaire 100% des personnes qu'on a. Mais je pense que 95% des athlètes avec lesquels on a pu travailler, et là, je parle en mode cabinet libéral, en mode nutritionniste, prise en charge d'athlètes, tous, c'est le même discours. Ah, j'ai jamais eu des telles sensations. Pourquoi je m'infligeais tout ça? Pourquoi je faisais tout ça avant? Et donc ouais, c'est important de se rappeler qu'en France, on a des vrais experts, quoi. Non, c'est Ouais. clair. Parce que justement, tu vois, dans le monde, il y a beaucoup d'accidents, boxeurs morts sur le ring, etc. C'est dû, entre autres, à la déshydratation du cerveau. Ouais. Quand tu perds beaucoup d'eau comme ça, ils pensent qu'en 24 heures, tu vas te réhydrater. Il faut un minimum de 48 heures pour pour réhydrater le cerveau. Et c'est un truc que vraiment, c'est vraiment important d'en parler, de ces trucs-là, parce que les boxeurs, ils font les erreurs et après, ils se font mettre KO comme ça sur une petite piquette au menton. Ça, ils ne se rendent pas compte, mais ça joue un grand rôle. C'est ça, il faut comprendre que quand tu es déshydraté de juste 1% de ton poids de corps en eau, c'est rien, 1%. Ça nous arrive même nous dans le quotidien, en fait. Tu perds 10% de tes capacités physiques. Ça veut dire que tu vas être moins rapide, tu vas moins capter, l'information. Donc, ton timing de réaction, il est plus difficile. Tu vas être plus lent. Mais c'est aussi une perte de 1% de ses capacités cérébrales. Donc, quand on coach, donc tu vas perdre en coachabilité, en fait. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que moins 2% égale moins 20% de tes pertes. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Après, tu vas avoir des disciplines. Donc, j'imagine que ton public, c'est plutôt un public boxe. Ouais. Mais vraiment, ça dépend des disciplines. Parce qu'effectivement, quand tu as une pesée le matin avec un combat le jour J, tu as moins de temps pour te déshydrater, pour te réhydrater, pardon. Ouais. A contrario, en MMA, tu as pesé la veille, mais plutôt l'après-midi, sur les 17-18 heures, voire des fois un peu plus tôt, parce qu'en vrai, il faut savoir qu'en MMA, en tout cas dans les grosses organisations, la pesée médiatique, ce n'est pas la pesée officielle, enfin ça dont ils sont servis. Donc la pesée médiatique, les athlètes ont déjà commencé à se réhydrater un petit peu. Mais tu peux avoir jusqu'à 36 heures de réhydratation. D'accord. Donc forcément, ça laisse place à des plus gros rebonds. Et si tu veux, chaque discipline va avoir ses règlements. Après, à nous, nutritionnistes, de les connaître pour jouer sur les réglementations, justement. D'accord. Mais la déshydratation est hyper importante. Et très souvent, d'ailleurs, les combattants,
Bah, on en parlait tout à l'heure, allez, Sudisette une semaine avant, comme ça on s'entraîne bien déshydraté, on augmente bien son risque de blessure juste avant le combat, on est au top. Je te jure. Et ça, je le vois partout. Il n'y a pas une salle de boxe où je vais aller et il n'y a pas un mec en tenue de sudation, là. Tu vois. Tu vois, enfin, je vais ouvrir la parenthèse, je vais vite la fermer. Qu'est-ce que ça fait? Le corps, il a un principe inhérent pour tout le monde, en sportif, non sportif, c'est le principe d'adaptation. Le corps s'adapte toujours à toutes les contraintes. L'exemple le plus parlant, c'est que je vais faire j'ai jamais fait de sport de ma vie, je fais un entraînement, je vais parler crûment, mais en gros, j'en chie, quoi. Mm. Si je fais tout le temps le même entraînement, tu peux être sûr qu'au bout du 5e entraînement, déjà, je vais moins galérer. Au bout du 10e, encore moins. Et au bout du 20e, les doigts dans le nez. Donc, d'ailleurs, en prépa physique, c'est sur ça qu'on joue. Le fait qu'on se réadapte toujours un petit peu au-dessus. Qu'est-ce qui se passe si je m'entraîne en sudisette? Mon corps s'adapte à ça, à cette contrainte. Donc, je vais me transpirer de moins en moins. C'est-à-dire que le jour où je dois transpirer, le jour de la pesée ou la veille de la pesée, je vais moins transpirer. Donc ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est que je crée de la déshydratation, je m'entraîne sur de la déshydratation. Je l'ai dit juste avant, 1% de déshydratation, c'est 10% de perte de tes capacités physiques. Et donc, c'est des risques de blessure. Mais ça, en fait, on pense au film de Stallone, de Rocky, là, qui s'entraîne. On se dit, ouais, ça, c'est bien comme méthode. Mais la question, c'est toujours d'être curieux, de se poser la question, OK, mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? OK, tout le monde fait ça, mais est-ce que je suis pas est-ce que je suis un mouton, mais des fois, on peut s'interroger, on a le droit de remettre en question les choses. Malheureusement, ouais. C'est ça le gros problème qu'on a dans la boxe, justement. Et c'est ce qu'on veut un peu, on met la lumière sur ce truc-là. C'est ici, on dit, c'est tout par hearsay. Hearsay, ça veut dire, je l'ai entendu, c'est ça qui se dit, donc c'est ce que je dois faire. Dans la boxe, ça fait des années, ça fonctionne comme ça. Oh, ben lui, il met le kawaii, bah, je vais faire pareil. Parce qu'ils voient tout, comme tu as dit, les Américains, ils font tout ça. Donc, les Français regardent Instagram, ils voient tous les Américains. Boxro, la marque qui a créé le truc de sudation, ils ont fait des trucs bien stylés et tout. Donc, Ah maintenant, oui, c'est le même une mode. marketing. Maintenant, c'est même une mode de faire ça. Donc, ils ont rendu ça fashionable. Donc, maintenant, les gens, ils achètent ça pour en plus être fashion et penser qu'ils font un truc bien. Mais c'est super dangereux et il faut que le boxeur il se réveille, qu'il se rende compte de ça. Comme tu as dit, il faut être curieux, il faut qu'il aille se renseigner, il faut qu'il aille sur Fight Nutrition Academy sur Instagram et regarder tous les posts pour s'éduquer. La clé, c'est dans l'éducation. Et si on veut se préserver, si on veut durer dans le temps en tant que boxeur, il faut vraiment faire attention à ces petits détails-là. Moi, je dis toujours l'inverse. Aux gens que j'ai pu coacher, même à l'époque dans le sport, hein, quand je faisais les coachings ou même avec la nutrition, quand on te donne une info, demande toujours pourquoi. Si en face, la personne, elle bégaye, ou si elle te dit parce que je l'ai entendu, vas-y, pour moi, c'est pas bon. Va creuser. Au contraire, si tu as une réponse qui est argumentée, là, voilà. Après, l'argumentation, tu as le droit d'être d'accord, pas d'accord. Mais au moins, ça veut dire que la personne, elle a réfléchi à la question et elle ne te transmet pas une info. Intéressant. Ça, c'est ma vision. D'accord. Une autre petite question en concernant les protéines. Ouais. Alors, je sais que ça dépend en fonction des poids, etc. Mais protéines ou acides aminés? Alors, tu parles de compléments alimentaires, là, ou de… Ouais, ou bien même en général. Par exemple, moi, si je finis l'entraînement, si j'ai pas, admettons que je n'ai pas le temps de manger un vrai, genre par exemple du blanc d'Inde ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu conseilles? Un shake de protéines ou des petites pilules d'acide aminé? Alors, déjà, c'est important, comme tu viens de le dire, c'est si tu n'as pas le temps de manger quelque chose. La première des choses, c'est est-ce que j'en ai besoin? Je vais dire une phrase que je dis habituellement. Le complément alimentaire, il est là pour compléter. Donc, très souvent, on majore ces apports en protéines de façon inutile. Donc déjà, avant de savoir si c'est acide aminé, protéines, shaker, etc., c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est justifié? Voilà. Donc, je préfère déjà donner cette base-là. Maintenant, partons du principe que la personne en a besoin. Effectivement, la personne n'a pas le temps de prendre un petit truc après le repas, sachant que, je précise, un blanc de dinde, comme tu dis, une protéine toute seule, n'aura jamais le même impact qu'une protéine avec un petit peu de sucre. Pourquoi? Parce que le fait de consommer ça avec un produit sucré,
Les protéines vont bénéficier, alors c'est un peu technique, mais en gros, quand j'ingère un produit sucré, j'ai une production d'insuline dans le corps. Et donc, mes protéines vont bénéficier de ce passage de l'insuline pour être plus vite absorbées dans la circulation, on va dire, par l'organisme. Donc déjà, quand vous prenez une protéine, toujours un produit sucré. Sucré, ça ne veut pas dire sucré en goût. Hein. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du blanc de dinde, tu le mets dans un wrap, tu vois, une tortilla ou des tranches de pain de mie. Voilà, ça va mieux passer. Tu n'as pas le temps. Aussi, d'un point de vue hygiène, c'est compliqué de se balader avec son sandwich, son truc, son machin. Donc là, dans ce cas-là, on va plutôt effectivement utiliser le shaker. Et en fait, l'acide aminé, les acides aminés, c'est des protéines. Hein, voilà, dégradés, des acides aminés branchés, la petite pilule. Alors, généralement, les acides aminés, c'est plutôt avant l'entraînement. Tandis que le shaker, c'est plutôt après l'entraînement. Ça dépend des marques. Il y a quelques rares marques où les acides aminés peuvent être pris après, voire pendant les acides aminés liquides. Mais globalement, il vous suffit de regarder sur l'étiquette. Pour les acides aminés, très souvent, c'est plutôt avant l'entraînement. Le shaker, plutôt après l'entraînement. Pourquoi ? Parce que autant une gélule, c'est tout petit, autant un shaker, je ne sais pas si tu as déjà pris un shaker avant l'entraînement. Non, moi, mais tu es plein, ça, en fait. Je peux pas bouger. Voilà, mais c'est ça. Pas ça. C'est ça, tu es plein. Il y a un inconfort au niveau gastrique. Donc, le shaker, c'est après. L'avantage du shaker, c'est qu'il va toujours y avoir un petit peu de glucides. Donc, le principe que j'expliquais juste avant, justement, ça va être intéressant. Maintenant, si on veut prendre une protéine, vraiment, le shaker, il faut regarder la composition. Vous regardez la teneur toujours à 100 grammes, pas une dosette, c'est 30 grammes, mais quand on veut comparer un produit, on regarde toujours la colonne à 100 grammes. En tout cas, c'est une norme ici. Je ne sais pas si aux États-Unis, il y a ça. Il me semble aussi. Hein, il faut qu'il y ait au minimum 80% de protéines. Minimum. Une bonne protéine, c'est minimum 80% de protéines. D'accord. Voilà. Donc, je pense que je t'ai répondu. Ouais, super, parfait. On peut attaquer le deuxième sujet. Ouais. On va parler du stress et hormones et performance. Ouais. Alors, comment je peux amener ça? Souvent, je vais prendre mon exemple. Comme moi, je suis boxeur pro, ça va être simple. Il y a des fois, tu vois, quand tu es en préparation, l'anxiété du combat, etc., ça te rend nerveux. Tu ne dors pas forcément bien la nuit, etc. Et c'est là, en fait, que je n'arrive plus à perdre de poids. Quand je suis vraiment stressé, il y a quelque chose qui se passe. Je prends du poids, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout t'expliquer. Bon, déjà, je te rassure, hein, tous les combattants, ils stressent avant le combat. C'est normal, c'est naturel. Ça prouve qu'on est sain quelque part et qu'on a conscience du danger. C'est un sport de combat, hein, on ne fait pas du tricot. Et conscience de l'enjeu. Et puis, l'enjeu, il n'est pas que sportif. Quand on est combattant pro, c'est mon loyer. Derrière, c'est payer ma maison, c'est subvenir aux besoins de ma famille. Donc, les enjeux, voilà, ils ne sont pas que sur les enjeux physiques qu'on peut ressentir. Et en fait, après, tu vas avoir des facteurs qui sont exogènes à la performance, c'est-à-dire extérieurs, c'est des éléments externes à la performance. Donc, tu vas avoir la pression de l'adversaire, que ce soit avant le combat, avec le trash talking, pendant le combat, la pression qu'il va te mettre, la pression du public, parce que quand tu combats à domicile, ce n'est pas la même chose que quand tu combats à l'extérieur. Pour peu que tu combattes à l'étranger, donc il faut gérer le jet lag. Et puis surtout, tu vas avoir le stress de la pesée, en fait. Donc, voilà, il y a beaucoup de facteurs de stress. Donc, déjà, ça, c'était pour te rappeler qu'il n'y a pas de... c'est normal. Voilà. Non, on pose le cadre, tout est normal. Maintenant, pour parler un petit peu de statistiques, les combattants qui stressent vis-à-vis de la pesée uniquement, et uniquement la pesée, c'est le stress majoritaire, c'est 82% des combattants. D'accord. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y en a 82% qui ne sont pas sûrs d'arriver au poids, 82% qui n'ont pas confiance en leur corps et en leur diète. Et c'est surtout 80% qui s'ajoutent, nous, ce qu'on appelle une contrainte supplémentaire. Parce que le phénomène que tu as décrit, en fait, effectivement, il y a un enjeu hormonal. En gros, stresser, ça augmente la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol.
Et c'est l'hormone du stress, en gros. Les hormones du bonheur, les hormones du sommeil. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en gros, à la base, son rôle, c'est d'aider l'organisme à faire face au stress en mobilisant l'énergie nécessaire dans notre corps. Grossièrement, le cortisol, il est là pour mobiliser les sucres qui sont stockés pour répondre notamment à un danger et qui va accentuer une demande de la part des muscles, du cerveau, du cœur. Si on se remet dans l'homme préhistorique, néandertalien qu'on pouvait être, le stress, c'était il y a danger, je suis attaqué, je dois me défendre, donc je dois courir vite. Donc, mobilisation des muscles pour courir, du cœur pour accélérer justement la circulation sanguine, le cerveau pour une prise de décision plus rapide. Donc, de base, le cortisol, il est là pour ça. Et là, c'est bien de comprendre à quoi servent les choses. L'origine, voilà, ouais. Donc, on pourrait se dire, sur le principe, c'est cool, c'est favorable à la perte de poids. Oui, mais non. Si c'était que ça, ce serait fabuleux. En gros, un taux de cortisol trop élevé, ça augmente ce qu'on appelle le catabolisme musculaire. Donc, en gros, ça dégrade les muscles. D'accord. Voilà. Et ça engendre aussi une baisse de testostérone. Et la testostérone, c'est celle qui est responsable de l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire la construction. Catabolisme, c'est dégradation. Anabolisme, c'est construction. Et d'ailleurs, anabolisme et catabolisme, c'est ce qui forme le métabolisme, c'est-à-dire l'équilibre, en gros. Donc, pour revenir à la baisse de testostérone, qui dit moins de testo, c'est-à-dire moins de muscles construits. Donc, il y a ces deux facteurs-là. Et en parallèle, la baisse de testostérone, elle engendre elle-même une augmentation des œstrogènes. Les œstrogènes, ça va renforcer la difficulté à perdre de la masse grasse. C'est pour ça que les femmes, donc nous, on produit plus d'œstrogènes. C'est la raison pour laquelle c'est plus dur pour nous de perdre du poids vis-à-vis des hommes. Ouais. D'accord. Donc, je résume. Ça augmente la dégradation musculaire. Ça augmente la testostérone, à savoir qu'il y a moins de chances que que le muscle soit construit, et ça augmente la difficulté à perdre le poids. Dû aux oestrogènes, justement. Ça, je viens de comprendre. J'ai compris un peu la dynamique. Donc. Voilà, c'est cool. Voilà. J'essaye de ne pas être trop technique, mais en même temps, je pense que c'est important de comprendre. Donc, tu me drives. C'est parfait, c'est parfait. Tu vois, en fait, tu comprends l'origine, le fonctionnement. C'est exactement ce que je voulais aborder. Donc. Très bien. Donc, les conséquences. Stresser, ça revient à favoriser la perte de muscle et à limiter la perte de gras. Ça, c'est la conséquence. Donc maintenant, comment on va l'éviter ? On va se reposer. C'est dur. On va essayer de se détendre. Donc pour ça, on peut faire de la relaxation. On peut ajouter aussi, se complémenter en mélatonine. Elle, c'est l'hormone du sommeil, mais aussi en tryptophane. Donc c'est un acide aminé justement qui va favoriser cette production-là. Aussi de sérotonine. Donc, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais retenez ces noms. Mélatonine, tryptophane, sérotonine. On va vérifier ces apports en magnésium et en zinc. Donc, pour ça, c'est assez facile. Il suffit de boire des eaux avec du magnésium. Donc, tu as la Rosana, tu as l'Épar. Ce n'est pas le meilleur en goût. Vous êtes bien en France, je vous le dis. Tu n'as pas ça là-bas ? Moi, j'achète mes bouteilles d'Évian. C'est les plus minéralisées, si tu veux, ici. J'allais dire, c'est pas les pires, mais elles ne servent pas à grand-chose d'un point de vue minéral. Ici, c'est zéro. C'est ce qu'ils appellent eau filtrée, machin. Il n'y a rien. Il n'y a pas de… Dommage. C'est dommage parce que 70% des Français sont carencés déjà en magnésium. Je ne sais pas, aux États-Unis. Alors, imagine, là, aux États-Unis. Les stats françaises, ça donne ça. Et en prenant juste 1 litre d'eau, de ce type d'eau par jour, déjà, tu peux compenser. Donc… Franchement. Mais le magnésium, le zinc, ça favorise la décontraction musculaire. C'est la raison pour laquelle. Ça, je supplémente tous les jours en magnésium, par exemple. C'est très bien. Et pense au zinc aussi. Après, il faut vérifier la charge d'entraînement parce qu'un surentraînement, ça augmente justement la production de cortisol. Donc, bien vérifier cette charge d'entraînement. Effectivement, adapter son alimentation à ses besoins. Essayer de faire confiance au processus alimentaire mis en place. Donc là, ce n'est pas pour ramener ça à notre profession, mais il est bien évident que si tu fais ça tout seul,
si tu fais ça parce que j'ai entendu que j'ai lu un programme de muscu fitness, parce qu'on en trouve beaucoup. Mais gars, tu fais pas du fitness, tu fais pas de la muscu, tu fais un T'es un sport de athlète. combat. Tu as besoin de te déplacer, d'être vif, de mettre des KO et pas juste soulever. Tu fais pas que de la préparation physique, tu fais un autre sport. Voilà. Donc, généralement, la plupart des sportifs, ils réadaptent des plans alimentaires ou même ils sont suivis par des gens qui sont géniaux d'un point de vue fitness, musculation, esthétique. Même moi, là-dessus, je ne pourrais pas accompagner un athlète IFBB pro, tu vois, des choses comme ça. Mais en revanche, est-ce que les diètes des culturistes sont adaptées aux boxeurs, Exactement, aux ouais. judokas, aux combattants? Ce qu'on Non, disait, on n'est pas des. Comme tu as dit, chaque sport a sa filière énergétique et donc c'est ça. l'alimentation adaptée au sport. On n'est pas sur des sports esthétiques, on est sur des sports de combat. Voilà. Donc la logique interne, elle est différente. Donc c'est pour ça, quand tu travailles avec quelqu'un, déjà, ça te met en confiance. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, tu sais que c'est le métier. Tu sais que la personne, elle a déjà fait, elle a des résultats avec des athlètes. Déjà, je pense que ça te met dans une sorte de confiance. Ou même quand elle va t'expliquer, oui, c'est normal que tu as un plateau, parce que c'est normal d'avoir des plateaux. Dans les pertes de poids, c'est jamais une ligne régulière, si tu veux. Ça fait un peu en dents de scie, en zigzag. Et quand tu as quelqu'un dont c'est le métier qui te dit, c'est normal, rassure-toi, ça va se redécanter, c'était prévu, bah, je pense que déjà, tu es un peu plus en confiance. Et après, tu peux aussi faire vérifier voilà, ton dosage sanguin pour vérifier quand même ton taux de cortisol. Mais je précise d'ailleurs que tout ça, c'est des choses qui peuvent s'appliquer aussi aux non-sportifs finalement, enfin les Ah oui, conséquences du ouais, stress. c'est clair. Mais Surtout dans nos modes de vie aujourd'hui, surtout tu habites ouais, dans une grande ville, tu vois, Paris ou enfin, les capitales, quoi, tu vois, surtout New York. Moi, en plus du stress, que ce soit physique, mental, l'entraînement, les clients, aller faire ça, le business, bah, la ville, quoi, tu vois, le bruit du train, la ville, New York, c'est super bruyant. Ça déchire et tout, c'est cool, mais c'est la capitale du bruit, tu vois. Et c'est sur ton corps, c'est beaucoup de stress. Et il y a des fois, vraiment, c'est difficile hein, de gérer tout ça. Et, et ça nous amène sur le troisième sujet, qui est un peu le food disorder. Je ne sais pas comment on dit en français, trouble de. trouble du comportement alimentaire, on Voilà. appelle ça, Et trouble ça du m'amène. comportement alimentaire. Voilà. Et ça, c'est ma façon de coper avec le stress, c'est de me venger sur les gâteaux, sur les chips, sur les. Tu vois, moi, je ne suis pas un mec qui fait des régimes drastiques. Je mange à peu près comme un adulte dans ma vie de tous les jours. Tu vois, là, je ne suis pas en prépa, mais genre ce midi, c'est brocoli, patates douces, protéines. Voilà, je suis bien. Mais quand je stresse, c'est n'importe quoi. Et carrément, des fois, moi, j'ai eu des addictions au sucre. C'est vraiment dur de s'en défaire, quoi. Ah, Donc, mais complètement, complètement. Alors, en gros, pour parler de ça, nous, effectivement, on appelle ça TCA, trouble du comportement alimentaire. En gros, c'est quand ton comportement alimentaire, il est perturbé. Donc, ça induit une sorte de relation pathologique avec la nourriture. Donc, on en retrouve plusieurs. Les plus connus, ça va être l'anorexie, d'accord. la boulimie. Un qui est moins connu, mais qu'on retrouve énormément chez les combattants, c'est l'orthorexie. Donc, l'orthorexie, Donc, tout ça, ce sont des maladies. Hein. Quand on dit trouble, il faut entendre maladie. D'accord. En gros, c'est le fait de surveiller de façon drastique son alimentation. Donc, l'anorexie, c'est quelqu'un qui va ingérer le moins possible. Le boulimique, c'est quelqu'un qui va moins ingérer, mais qui peut se faire vomir aussi. Et l'orthorexie, c'est le fait de surveiller tout ce qu'on mange en étant persuadé que tout doit être archi sain. Mhm. C'est-à-dire que si on mange, j'en sais rien moi, une pâte par exemple, ben on est persuadé qu'une maladie va nous arriver, que ça va avoir des dégâts incroyables sur notre corps. Donc c'est le fait de vraiment tout surveiller. Et ensuite, on va avoir un autre trouble, c'est l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est le plus courant chez les combattants. Et en gros, c'est ce que tu as un peu décrit. Alors, l'hyperphagie, c'est plus contrasté, plus vif que ça. Hein. En Mhm. gros, c'est des prises alimentaires qui sont compulsives. La nourriture, elle devient un refuge et on a une surconsommation d'aliments. Ça peut aller jusqu'à l'écœurement, voire vomir. Mhm. Et ce n'est pas un excès de gourmandise. C'est bel et bien une maladie, l'hyperphagie. Ouais.
Donc, on peut avoir une crise d'hyperphagie une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, chez certaines personnes, ça n'est arrivé qu'une fois ou deux dans leur vie, mais chez d'autres, ça perdure. C'est par cycle, en fait. D'accord. Voilà. Et il faut savoir quand même qu'on est sur un sujet un peu tabou. Les troubles du comportement alimentaire chez les combattants, ça représente quand même 20% des combattants. Moi, Un combattant sur 5. Je pense même plus, en fait, parce qu'on ne pense pas que c'est un problème. Alors, moi, les chiffres, là, c'est un chiffre empirique, c'est-à-dire que les personnes, c'est pas il n'y a pas d'études sur ça. Donc, en gros, c'est ce que j'ai vu en consultation toutes ces années. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, les 3/4, 75%, c'est des féminines. Elles sont plus touchées que les hommes. Beaucoup vont être touchées très jeunes aussi. Alors là, je parle hommes-femmes confondus, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore leur corps, ils ne maîtrisent pas leur alimentation, ils n'ont pas encore conscience à quel point l'alimentation peut impacter la performance. Surtout, ils veulent bien faire pour satisfaire les entraîneurs. Donc, effectivement, on va être au poids, on veut être au poids coûte que coûte. Et en fait, il y a plein de facteurs qui vont pouvoir générer les troubles du comportement alimentaire. Déjà, les stratégies de perte de poids extrêmes. Les restrictions alimentaires. Au niveau cognitif, j'en parlais plus tôt avec les glucides. Ça, à force, quand c'est répété des années, tu deviens ouf, en fait. Voilà. Le fait d'avoir des apports très, très limités, que ce soit au niveau physiologique, cognitif, le fait d'avoir des fois recours à des prises de laxatifs, d'avoir des cuttings hydriques très importants, la pression du staff pour être au poids, ou même de ta propre équipe. Moi, j'ai vu des lutteuses, c'était très dur. En plus, en lutte, ils sont tellement en retard en diète, c'est incroyable. Je crois que c'est la boxe anglaise, c'est juste après. Vous êtes en retard juste après. Voilà. On se met à jour grâce au MMA. Les lutteurs, je pense que c'est les pires en termes de stratégie de perte de poids. Et ça ne s'ouvre pas en plus à ce qui se fait ailleurs. La boxe, le monde de la boxe s'ouvre. Preuve en est, là, notre échange. Et donc, et je voyais des lutteuses, mais le staff, comme il leur parlait, puis même les athlètes masculins, comment ils parlaient aux féminines, et donc tu m'étonnes qu'elles pétaient un câble. En plus, pour les femmes, il faut bien comprendre que la difficulté à perdre 1 kilo chez une femme, c'est la même difficulté pour un homme de perdre 2 kilos. Mais bon. Après, donc, voilà, il y a ça. Hormones, etc. Ouais. La pression du staff, l'anxiété, le stress, le fait de ne pas écouter les signaux de faim. Pour peu qu'on soit un peu fragile émotionnellement, on reste dans un monde d'ego, dans un monde de combattants. Donc, si les autres y arrivent, moi, je vais me comparer. Donc, pourquoi pas moi? Les régimes à l'arrache, voilà. Les exigences aussi, il faut être fit, quoi. Ouais. Tu vois, le six-pack, il y a des... Et puis, tout ça cumulé avec du tabou, de la honte. Enfin, voilà, vraiment, les troubles du comportement alimentaire, c'est multifactoriel. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer après physiquement? Pas mal de choses, quoi. Pas mal de choses. Alors là encore, c'est plutôt empirique ce que je veux dire, mais tu peux avoir des prises de poids importantes, mine de rien. Tu peux avoir ton métabolisme mais qui est complètement perturbé, voire complètement effondré, à force de faire des yo-yo à répétition. Donc, le principe du yo-yo, c'est je suis à un poids, je perds le poids, je reprends plus que ce que je n'avais initialement, puis je repère, puis je reprends encore plus, ainsi de suite. Et à la fin, mon poids d'arrivée est supérieur à mon poids de départ. On peut avoir les neurotransmetteurs complètement perturbés, notamment la dopamine. Alors, pour faire simple, la dopamine, c'est ce qui permet une communication avec le système nerveux. Et c'est très, très important pour le corps parce que ça active le système, ce qu'on appelle récompense-renforcement. C'est ce qui permet la survie de l'individu. En gros, quand l'individu fait une bonne action qui permet sa préservation, le corps lui envoie un signal. Typiquement, j'ai soif, je bois de l'eau,
ben, le corps, il va lui envoyer de la dopamine. En gros, il dit, c'est bien mon petit. Bravo. Comme ça, bravo. Mais comme ça va renforcer nos habitudes pour faire perdurer notre espèce. Donc, quand justement les neurotransmetteurs ils sont perturbés comme celui de la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, hein, du plaisir, ben, je renforce plus mes bonnes habitudes. Donc, ça vient me faire un cercle vicieux. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que c'est vraiment dur de sortir de ces cycles-là un peu. Exactement. Tu as très bien Et compris ça le truc. amène sur le long terme éventuellement à des dépressions, etc., que je vois beaucoup, que ça m'est peut-être arrivé quelquefois. C'est vraiment des cycles, comme tu as dit, des cercles vicieux, durs à en sortir, quoi. Quel serait un peu un antidote à ça? Alors, il n'y a pas d'antidote miracle. En fait, si tu veux, c'est une prise en charge qui va être multifactorielle. Il y a une prise en charge nutritionnelle parce qu'il faut redonner déjà les bons apports. On parlait de maths en tout début de podcast. Là, justement, il faut remplir les cases, quoi. Il faut donner les bons apports en glucides, lipides, protéines pour remettre le corps à niveau, relancer le métabolisme, et réapprendre les bases, réconforter la personne, mais il y a aussi une grosse prise en charge psychologique. Tu vas avoir une prise en charge et des discussions avec le staff. Parce que si le staff il continue de mettre la pression, en gros, c'est comme un seau percé, quoi. Ouais, ça annule ton travail. Mais voilà, l'entourage, c'est très, très important. Donc, l'entourage familial, et surtout, il faut en parler, il faut sortir de la culpabilité. Il n'y a que ça comme solution. Nous, notre rôle, c'est de rappeler que c'est un combattant sur 5, donc c'est énorme. Et en gros, rappeler aux personnes, tu n'es pas seul, quoi. Après, on peut avoir le trouble qui est plus ou moins accentué, mais effectivement, avant d'être accentué, il faut déjà reconnaître un peu ces signaux-là. Et en tant que staff, c'est très important quand on voit qu'une personne, son cutting, elle va vraiment faire des choses. Alors, souvent, les personnes vont se cacher, notamment sur les phases d'hyperphagie, il y a le sentiment de honte. Mais quand, par exemple, un partenaire de chambre va constater qu'il y a plein de paquets de bonbons, plein de trucs, que la personne a un rapport un peu particulier à la nourriture, ou le conjoint ou la conjointe, tu vois, il faut en parler, il faut oser aborder le sujet. Et donc, nous, on est là pour bien dire aux personnes, ça existe et c'est loin, loin d'être rare. Voilà. Ok, bon, franchement, c'est super. Hein. On a parlé de pas mal de choses. J'avais une idée en tête, peut-être que c'est un sujet assez long. Comment on appelle ça? La flore intestinale. Est-ce que tu penses que ça, justement, ça a un rôle dans dans ce cercle vicieux dont on parlait? Parce que ici, ce qu'on dit, c'est que ton estomac, c'est ton deuxième cerveau, même. Ils appellent ça le premier cerveau parce qu'en fait, ce que tu manges et tout ce qui se passe dans ton intestin, les bactéries, elles jouent un rôle important dans tes habitudes parce que quand tu as ce qu'on appelle craving, quand tu as, comment tu dis craving en français? Quand tu as faim pour quelque chose spécifique. Ouais, j'ai pas le terme. Donc voilà, quand tu as des envies spécifiques, ils disent que ce n'est pas ton cerveau, mais c'est ton estomac qui veut ces choses-là. Est-ce que c'est un sujet qu'on a le temps d'aborder? Je ne pense pas. Honnêtement, il est long. Il est long. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que même dans les troubles du comportement alimentaire, pour faire le lien, tu peux avoir des troubles au niveau de l'intestin, des troubles fonctionnels. Pourquoi? Parce que justement, les régimes à répétition, le stress, la prise de laxatifs fait que on va avoir une porosité, une captation des nutriments qui est pas optimale, voire complètement déréglé. Donc, ceux qui ont le trouble de l'intestin irritable, par exemple, tu vois. L'intestin, ce qu'il faut comprendre, il faut juste comprendre son rôle, en fait. Il y a l'estomac, il est là pour tout écraser, tout digérer, et ensuite, tout passe dans les intestins, et en gros, les nutriments vont passer. Donc, il faut imaginer une usine, dans l'usine une usine de recyclage de déchets. Donc, tu as la première partie, l'estomac, c'est là pour tout broyer, tout redisséquer. Et en gros, l'intestin, c'est la partie plutôt logistique, c'est les petits camions de livraison qui vont livrer aux bons endroits. Et en gros, si tu as ta centrale, à savoir de distribution, soit elle ne sait plus absorber les nutriments, donc elle les met directement à la déchetterie. La déchetterie, c'est le gros intestin, ce sont les selles. Hein. Soit elle met les choses dans les mauvais camions et ça tout part n'importe comment. Donc, il faut bien comprendre que l'intestin, c'est hyper, hyper important.
D'accord. Et effectivement, quand l'intestin, comme je te dis, il va moins être réceptif aux nutriments, ou il va moins… Toi, tu vas bien manger, tu vas faire tout ce qu'il faut, et pour autant, tu vas rester faible. Pourquoi? Parce que ton intestin, il déconne, en gros. Et tu n'absorbes aucune des vitamines et des nutriments. Voilà, exactement. D'accord. Ton absorption, elle est moins bonne. Et pour revenir à la sensation de faim, c'est très connu chez les femmes enceintes. On parle des envies des femmes enceintes. Ce n'est pas une légende. Tu vas avoir des femmes enceintes, elles vont réclamer des clémentines. Pourquoi? Parce que le corps sait qu'elles sont carencées en vitamine C. D'autres, elles vont réclamer du fer. Pourquoi? Parce qu'elles sont carencées en fer. Voilà. Donc, tu vas avoir des envies comme ça. Après, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu des envies de pain au chocolat. Donc, je pense que là c'était de la déconne pure. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as une envie, moi, c'était de la gourmandise, mais quand tu as des envies comme ça, surtout de produits que tu ne consommes pas plus que ça, là, effectivement, c'est le corps qui appelle. Et l'envie la plus connue, c'est l'envie de fraise, pardon. Fraise égale vitamine E. D'accord. Donc, si tu veux, le corps, il sait exactement ce dont il a besoin. Et je vais aller plus loin. Quand tu sors de l'entraînement, si je te propose du coca, j'en sais rien, moi, une bière ou de l'eau, on parle de la sortie pure d'entraînement, tu bois quoi? De l'eau. Spontanément, tu vas aller sur l'eau parce que le corps, il sait qu'il a besoin d'eau. Mais ça, il faut savoir se connaître, il faut savoir être à l'écoute. Donc, c'est pour ça que c'est un autre sujet, ça. Ça peut être un deuxième podcast. Ça peut Why être not? Franchement, c'était super enrichissant. J'espère que les auditeurs, ils en ont tiré autant que j'en ai tiré. Merci à toi. Où c'est que, on va rappeler, où c'est qu'on peut te trouver? Donne ton Instagram, ton site, etc. Oui, alors sur la partie prise en charge one-to-one, prise en charge d'athlète, j'ai arrêté d'être sur Instagram. J'avais un compte plutôt suivi, j'ai arrêté il y a 2 ans. Donc, c'est mes coordonnées, Cécile Giornelli. Il y a un site à mon nom, cécilegiornelli.com, parce que je continue quand même les prises en charge individuelles. Et ensuite, pour apprendre tout ça, pour apprendre la nutrition des sports de combat et devenir nutritionniste en sport de combat, c'est la formation Fight Nutrition Academy. Donc, l'Insta, c'est Fight Nutrition Academy. Le site web, c'est fightnutritionacademy.com. Voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a fait simple. Comme ça, c'est clair. Ouais. Super. Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté. Et puis, j'espère qu'on reparlera bientôt. Avec plaisir. Bye.